Aujourd'hui, on plonge dans une histoire fascinante, une expérience sociale canadienne qui a été presque complètement oubliée. Son nom, c'était Mincom. Imaginez un instant une petite ville où, pendant quelques années, la pauvreté a tout simplement disparu. Comment c'est arrivé? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut en apprendre? La question au cœur de tout ça est aussi simple qu'elle est audacieuse. Qu'est-ce qui se passe quand on donne à tout le monde un revenu de base, sans poser de questions, sans conditions? C'est exactement l'hypothèse que des chercheurs ont voulu tester sur le terrain il y a de ça plusieurs décennies. Alors, pour y voir clair, on va procéder en quelques étapes. D'abord, on va se demander pourquoi cette vieille expérience est encore si pertinente aujourd'hui. Ensuite, on va plonger dans le projet Mincom lui-même, puis on va décortiquer la méthode d'analyse, regarder les résultats et enfin voir ce qu'on peut en tirer pour maintenant. Bon, allons-y. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à une expérience qui date des années 70? Eh bien, parce que la question qu'elle pose, elle, est plus actuelle que jamais et au cœur de bien des débats de société. OK, pour bien comprendre la motivation derrière tout ça, il faut partir d'un constat de base, un fait bien établi. La pauvreté, c'est l'un des plus grands facteurs de risque pour la santé. Partant de là, la question de recherche devient assez évidente. Si on s'attaque directement à la cause, c'est-à-dire la pauvreté, est-ce qu'on peut observer une amélioration concrète, mesurable de la santé des gens? L'outil qui a été testé pour répondre à cette question, c'est le revenu annuel garanti. L'idée est simple, l'État fournit un revenu plancher à tout le monde. La grosse différence avec l'aide sociale traditionnelle, c'est que c'est universel et inconditionnel. Et c'est ça l'hypothèse centrale. Un système comme celui-là pourrait faire bien plus que juste réduire la pauvreté. Il pourrait avoir des effets positifs mesurables sur toute la société. Bon, maintenant qu'on a le contexte, parlons de l'expérience elle-même. Son nom, Mincom, un projet vraiment ambitieux qui s'est déroulé juste ici, au Canada. Ça a commencé au milieu des années 70. Le but était de voir concrètement l'impact d'un revenu garanti. Mais voilà, le contexte a changé du tout au tout. Crise pétrolière, inflation, nouveau gouvernement, les priorités n'étaient plus les mêmes et le projet a été arrêté net. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'aucun rapport final n'a jamais été publié. Il faut savoir que ce qui s'est passé à Dauphin, c'était unique en Amérique du Nord. Ailleurs, on ciblait des familles précises. Mais là, toute la ville était incluse. C'est ce qu'on appelle un site de saturation. Le but, c'était pas juste de voir l'effet sur quelques individus, mais de comprendre ce qui arrive quand on enlève le stress de la pauvreté à une communauté entière. Et c'est là que le mystère s'épaissit. On a dépensé des millions de dollars pour ramasser une montagne de données sur des milliers de personnes pendant des années pour finalement tout mettre dans des boîtes et les laisser prendre la poussière dans un entrepôt. Pendant des décennies, cette véritable mine d'or d'informations est restée là, inexplorée. Jusqu'au jour où, bien des années plus tard, une chercheuse de l'Université du Manitoba, Evelyn L. Forget, a décidé de rouvrir ce dossier classé. Elle a eu une idée de génie. Même si les données originales semblaient perdues, il y avait une autre façon d'aller chercher des réponses et de mesurer l'impact réel de Mincom. Alors, la question, c'est comment on fait pour analyser une expérience qui s'est terminée il y a 30 ans, sans avoir les données de base? Eh bien, c'est là que la méthodologie devient vraiment, vraiment ingénieuse. La stratégie empirique qu'elle a adoptée est particulièrement astucieuse. Elle s'est tournée vers une source de données fiable, les dossiers de santé administratifs du Manitoba. La méthode est simple, en 3 étapes. 1. On identifie toutes les personnes qui habitaient à Dauphin à l'époque de l'expérience. 2, et ça c'est l'étape cruciale, on bâtit un groupe de contrôle, un groupe de comparaison qui leur ressemble le plus possible. Et 3, on compare l'état de santé des deux groupes sur plusieurs décennies. Pour s'assurer que la comparaison soit valide, ce groupe de contrôle a été construit de façon très méticuleuse. Pour chaque résident de Dauphin, les chercheurs ont trouvé 3 autres Manitobans qui étaient presque des jumeaux statistiques. Même âge, même sexe, même taille de famille, même type de communauté. Cette approche, c'est ce qu'on appelle un devis quasi-expérimental. Ça permet d'isoler l'effet spécifique du programme Mincom avec pas mal de confiance, même sans avoir fait une expérience contrôlée parfaite. OK. On a la méthode. On arrive maintenant au cœur du sujet, les résultats. Qu'est-ce que cette analyse a finalement révélé après toutes ces années de silence? Le résultat le plus frappant, le voici. Pendant la période où Mincom était en place, le taux d'hospitalisation à Dauphin a chuté de 8,5 % par rapport au groupe de contrôle. C'est une différence qui est énorme et surtout, elle est statistiquement significative. Ça veut dire que ce n'est pas le fruit du hasard. C'est comme si le simple fait d'avoir ce filet de sécurité financier avait rendu les gens en meilleure santé. Et si on creuse un peu dans les données, on voit que les baisses les plus importantes concernent les hospitalisations pour des accidents, des blessures et pour des problèmes de santé mentale. Ça nous dit quelque chose. Ce ne sont pas les maladies chroniques qui ont disparu, mais plutôt les indicateurs qui sont directement liés au stress et au bien-être.
L'hypothèse, c'est que la sécurité financière a eu un effet presque immédiat sur la santé mentale et les comportements des gens. Et les effets ne se sont pas arrêtés à la santé. L'analyse a aussi mis en lumière un impact social majeur. Plus de jeunes, et en particulier les garçons, ont choisi de finir leur secondaire au lieu de quitter l'école pour travailler. Le revenu garanti a, en quelque sorte, donné un peu de marge de manœuvre aux familles pour investir à plus longtemps dans l'éducation de leurs enfants. Il est aussi vraiment intéressant de regarder ce qui ne s'est pas produit, parce que ça répond directement à plusieurs craintes qu'on entend souvent sur le revenu garanti. Les données sont claires. Il n'y a pas eu plus de naissances ni plus de divorces. Les structures familiales sont restées stables, ce qui contredit certaines critiques purement théoriques. Alors, au bout du compte, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quelle est la thèse finale de l'article, son argument principal, et qu'est-ce que cette vieille expérience peut nous apprendre aujourd'hui? La thèse centrale de l'étude est à la fois simple et puissante. Un programme de revenu garanti, même modeste, peut améliorer de façon significative la santé de la population. Et l'implication économique est directe. Qui dit population en meilleure santé, dit aussi réduction des coûts pour le système de santé. Pour mettre ça en perspective, la chercheuse a fait une extrapolation rapide. Si on appliquait cette même baisse d'hospitalisation de 8,5 % aux dépenses de santé du Canada de 2010, on parlerait d'économies potentielles de plus de 4 milliards de dollars par année. Bien sûr, c'est une généralisation, il faut prendre ça avec un grain de sel, mais ça donne une idée de l'ordre de grandeur de l'impact financier. Maintenant, pour être intellectuellement honnête, il faut aussi reconnaître les limites de l'étude. Ce n'était pas une expérience parfaite en laboratoire. Il y avait certaines différences, notamment ethniques, entre Dauphin et le groupe témoin, et puis, évidemment, la société des années 70 n'est pas celle d'aujourd'hui. Ces facteurs n'invalident pas les résultats, mais ils nous rappellent d'être prudents avant de généraliser. Et on termine avec cette question. L'histoire de Dauphin nous montre que d'éliminer la pauvreté, même de façon temporaire, ça a des bienfaits bien réels et mesurables. Alors qu'aujourd'hui, le débat sur le revenu de base refait surface partout dans le monde, cette petite ville du Manitoba a peut-être encore beaucoup de choses à nous apprendre. La question, elle, reste ouverte.